Je suis tombé sur cette vidéo sur TikTok, où je vais très peu, d'un jeune homme qui propose une réflexion sur le monde. Et je trouve que c'est vraiment caractéristique de la déshérence spirituelle des gens. Ils cherchent des réponses dans un monde de plus en plus aliénant, mais de mon point de vue, les réponses qu'ils trouvent sont des pièges eux-mêmes. Non pas par malveillance ou par mauvaise foi, mais par ignorance, et parce que, en fait, réfléchir, ça demande du temps. Vraiment du temps. Et je dis ça parce que je suis tombé dans ce genre de piège, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en entier, elle dure 1 minute 30 à peu près, et je vais vous laisser réfléchir à ce qu'il dit. Donc vous savez déjà que je vais critiquer. Mais je vais critiquer en revenant aux évidences, parce que lui, en fait, il prétend revenir aux évidences. Donc je vais aller encore plus loin, je vais aller dans des évidences encore plus évidentes. Je ne vais pas sortir des grandes connaissances, des grandes lectures, des grands auteurs. Au contraire, on va aller vers du prosaïque. Et pour moi, c'est ça, la spiritualité. Hein. Je le dis souvent, ça consiste à avoir les outils pour voir le monde tel qu'il est, le plus possible. Donc je mets la vidéo, ensuite je mets en pause et je commente. Réfléchis. À qui appartient la Terre, l'eau et les ressources naturelles de cette planète? Qui a décidé qu'un jour un être humain pouvait se lever et déclarer « Ceci est à moi et tu dois payer pour l'utiliser » As-tu signé un contrat à ta naissance qui accepte ces conditions? Non. Tu es arrivé ici pur et libre, mais tu as été immédiatement plongé dans un monde où l'accès aux éléments les plus essentiels de la vie, comme un terrain pour vivre, de l'eau pour boire, de la nourriture pour manger, sont assortis d'un prix, et un prix qui n'est pas fixé par la nature, mais par le système. C'est l'une des formes de programmation les plus efficaces. Convaincre les gens qu'ils doivent mériter leur droit d'exister sur une planète dans laquelle ils sont nés. La possession des ressources ne concerne pas seulement la richesse, elle concerne le contrôle. Lorsqu'un petit groupe contrôle la terre, l'eau, l'énergie et la production alimentaire, il ne contrôle pas simplement l'économie, il contrôle le comportement humain. Il peut dicter où tu vis, ce que tu manges, ce que tu payes, et même ce qui est possible pour ton avenir. C'est pour cette raison que tout au long de l'histoire, le contrôle des ressources a été au cœur de presque tous les grands conflits. Pas l'idéologie, pas la religion, mais le pouvoir brut de la propriété. Diviser et distraire. L'une des stratégies les plus anciennes en politique est diviser pour mieux régner. Maintient la population occupée à se battre entre elles sur des questions d'idéologie, d'identité, de race ou de religion, et elle ne s'unira jamais pour remettre en question le système dans son ensemble. Voilà pourquoi le discours politique est si souvent présenté comme un nous contre eux. C'est un piège psychologique. Si tu es concentré sur la victoire contre ton voisin, tu ne regardes pas qui a construit l'arène dans laquelle vous vous battez. Bon voilà, donc, si vous avez envie d'y réfléchir, bah, soit remettez l'extrait ou mettez en pause, parce que là maintenant je vais commenter. Allez, c'est parti. Réfléchis. À qui appartient la Terre, l'eau et les ressources naturelles de cette planète? Bon là, évidemment, on se dit, bah, ça appartient à personne. Parce que le droit de propriété est une convention sociale, évidemment. Qui a décidé qu'un jour un être humain pouvait se lever et déclarer « Ceci est à moi et tu dois payer pour l'utiliser » As-tu signé? Alors, évidemment, la notion de payer, c'est une notion humaine, mais il n'empêche pas que dans le monde animal, les choses ne sont pas gratuites. Hein. Il faut se lever, il faut aller les chercher, il faut bosser. Hein, et souvent, ça dépend des animaux, mais il faut chasser aussi. Il faut prendre des risques, même pour aller brouter de l'herbe, c'est un risque, parce qu'en fait vous vous exposez à des prédateurs. Et le prédateur, mais quand il chasse, lui-même prend des risques, même s'il en prend moins, mais parfois il est aussi confronté à d'autres prédateurs, il se dispute les mêmes morceaux. Donc continuons. Signé un contrat à ta naissance qui accepte ces conditions. Bah non, on n'a pas signé de contrat évidemment à la naissance, mais on vit dans une société avec un contrat implicite, le contrat social. Alors, moi, pendant longtemps, j'avais pas lu Rousseau, donc je me faisais exactement la même réflexion que lui. Ouais, mais j'ai pas signé, et si j'ai pas envie de participer à votre contrat social, vous me l'imposez. Bon, c'est un peu d'ailleurs l'idée des libertarianistes, c'est de dire tout doit être sous forme de contrat volontaire, signé entre les gens. Mais le problème, c'est que y a un vice de forme à la base, c'est que j'ai même pas signé pour naître. Et ça peut pas être contractuel, ce truc-là. Donc en fait, dans la vie, il y a plein de contrats implicites. Voilà, c'est comme ça. Il y a un contrat avec la gravité, elle me pèse dessus. J'ai pas signé non plus, mais c'est comme ça fait partie des lois du monde. Alors en fait, il y a des lois de la physique, mais il y a aussi les contraintes sociales, qu'on le veuille ou non. Et en fait, le contrat social, c'est une manière d'organiser ces contraintes sociales, qui existent, qu'on le veuille ou non. Du moment qu'on est un animal social, il y aura des contraintes. Ça existe, je sais pas moi, chez un troupeau d'antilopes, si vous voulez. C'est pas spécifique à l'humain. Chez les poules, il y a un contrat social, il y a une hiérarchie, il y a la poule dominante qui se nourrit avant les autres. C'est pas parce qu'elle est plus méchante,
C'est parce que évolutivement, c'est plus efficace pour l'espèce, pour la reproduction et la survie de fonctionner comme ça. Je continue. Non. Tu es arrivé ici pur et libre. Mais Bon, ça c'est du baratin, ça. On n'arrive ni pur ni libre. On arrive ignorant, à la rigueur, et faible. Quand on est un bébé, on est dépendant de ses parents, qui eux-mêmes sont dépendants de la société, parce que l'humain ne peut pas survivre tout seul dans la nature, à l'inverse d'un tigre ou d'un ours. Donc non, on n'arrive pas pur et libre. tu as été immédiatement plongé dans un monde où l'accès aux éléments les plus essentiels de la vie, comme un terrain pour vivre, de l'eau pour boire, de la nourriture pour manger, sont assortis d'un prix. Mais non, tu peux aller dehors, là, à la rivière, et aller prendre de l'eau dans la rivière. Qui t'en empêche? Absolument personne. C'est même pas illégal. Non, le problème, c'est que ce qu'on te fait payer, ce n'est pas l'eau. C'est le système de traitement de l'eau. Ce qu'on te fait payer, ce n'est pas la nourriture. C'est le système de production et de conservation de la nourriture. C'est pas gratuit d'avoir des camions réfrigérants et des routes pour t'amener ton morceau de steak. Mais rien ne t'empêche d'aller dans la nature avec tes petits muscles et d'aller choper du sanglier. Tu vas voir ce que ça fait. Bon, oui, ok, c'est vrai que de nos jours, c'est pas légal d'aller braconner. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Et un prix qui n'est pas fixé par la nature, mais par le système. Oui, bah, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est fixé par le système parce qu'il y a un prix derrière, un coût à tout ça. Donc il y a des gens qui travaillent pour mettre en place ce système, ils veulent quelque chose en échange. Et ce n'est pas que des grands industriels, non, il y a des salariés. Ensuite, bah, c'est le système capitaliste avec d'un côté les capitalistes et de l'autre côté les prolétaires. Bon, bref, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais on peut critiquer ce système, mais ce système, il fonctionne et il se justifie. C'est l'une des formes de programmation les plus efficaces. Convaincre les gens qu'ils doivent mériter leur droit d'exister sur une planète dans laquelle ils sont nés. Mais c'est pas une histoire de mérite. S'il n'y avait pas le système, tu devrais aller la mériter, ta bouffe. Ça n'existe pas. Tu prends les tribus qui vivent dans l'Amazonie, qui sont en dehors de notre système, qui n'ont pas de notion d'argent, qui n'ont pas, même pas de loi formalisée, elles doivent aller mériter leur bouffe. Ils ont même des rituels pour voir qui est le plus méritant parmi les chasseurs, etc. On ne peut pas s'émanciper de ça. Ça fait partie des contraintes physiques, biologiques et sociales. Alors oui, les contraintes sociales, on peut les changer, mais on ne peut pas enlever totalement les contraintes. La possession des ressources ne concerne pas seulement la richesse, elle concerne le contrôle. Oui, ça c'est vrai. Lorsqu'un petit groupe contrôle la terre, l'eau, l'énergie et la production alimentaire, il ne contrôle pas simplement l'économie, il contrôle le comportement humain. Oui, ben ça c'est vrai. Effectivement, il y a des gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie et qui contrôlent plus de choses. Mais contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un Gus, je sais pas, qui contrôle la production de pétrole, mettons. Il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais bah oui, bah il faut bien qu'il y ait des gens qui contrôlent l'appareil industriel. Ça va pas se faire tout seul. Et personne n'empêche des systèmes de coopérative et tout ça. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est pas assez efficace. Peut dicter où tu vis, ce que tu manges, ce que tu payes, et même ce qui est possible pour ton avenir. Oui, bah ça, oui, il y a des contraintes dans la vie. Et effectivement, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. On peut réfléchir à tout ça, mais là, ce qu'il dit, c'est que c'est juste des gens qui veulent du pouvoir, qui se sont démerdés pour imposer ça. Non, en fait, ça existe même dans les sociétés archaïques. Ils ont moins d'inégalités de pouvoir et moins d'inégalités économiques, mais ils ont quand même des contraintes. C'est pour cette raison que tout au long de l'histoire, le contrôle des ressources a été au cœur de presque tous les grands conflits. Oui, bah ça, oui, ça je suis d'accord. Je le dis moi-même, nous sommes des animaux politiques et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous nous organisons en groupe pour contrôler des ressources. Voilà. Et ça vient du fait que nous sommes des animaux. Et c'est même pas spécifique à l'humain, hein. Les loups ont des territoires, enfin tous les animaux sont territoriaux. L'idéologie, pas la religion, mais le pouvoir brut de la propriété. Alors, là aussi, ça c'est important. C'est quoi le pouvoir brut de la propriété? C'est le système qu'on s'est donné à nous-mêmes pour nous organiser, pour éviter les conflits permanents. Ça a été théorisé par les philosophes des Lumières, hein. En gros, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, et où on met la limite, on la met, on dit ce que je possède. Et ce que je possède, c'est ce que j'ai travaillé à obtenir. Alors après, il y a plein de problèmes derrière. Mais l'idée, c'est ça. Bon, alors, j'avais dit que j'allais revenir uniquement au truc observable de base. Bon, là, c'est un peu, effectivement, historique, ce que je dis. C'est une connaissance, mais ça reste quand même du bon sens. Et normalement, c'est des choses qu'on est censé apprendre à l'école. Diviser et distraire.
L'une des stratégies les plus anciennes en politique est diviser pour mieux régner. Oui, ça c'est vrai. Maintient la population occupée à se battre entre elles sur des questions d'idéologie, d'identité, de race ou de religion, et elle ne s'unira jamais pour remettre en question le système dans son... Oui, mais là, c'est précisément à travers les questions de religion, de race ou d'idéologie que les gens s'unissent. Donc, prétexter que on pourrait s'unir comme ça tous, sans idéologie, sans race, sans religion, ni rien contre le système, en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'on serait pas tous d'accord de ce qu'on va faire du système, on serait pas tous d'accord sur la manière de l'organiser. Donc, on se regrouperait par affinité, et ces affinités, c'est précisément ce qu'il dit. Donc, la division, c'est pas une stratégie des puissants. Et d'ailleurs, les puissants sont divisés entre eux. Et la plupart du temps, les puissants, ils s'en branlent, en fait, des prolétaires. C'est pas leur sujet. Ok, quand ils font une manif, une révolte, là, ils vont taper dessus. Mais la plupart du temps, les puissants, ce qui les tracasse au quotidien, c'est les autres puissants avec qui ils sont en concurrence, et pas les prolétaires. ensemble. Voilà pourquoi le discours politique est si souvent présenté comme un nous contre eux. Bah oui, tu viens d'expliquer pourquoi. Et je répète, c'est aussi les puissants, les élites, qui sont des factions qui sont les unes contre les autres. C'est pas uniquement tous les puissants qui sont ensemble contre tous les prolétaires. Je dis pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai expliqué dans la vidéo précédente que ça, c'est une conséquence de l'existence des cultures, des intelligences collectives émergentes. Ce n'est pas un complot. Donc il y a une dimension de lutte des classes, mais ça ne se réduit pas à la lutte des classes comme il le fait là. Et ça, je vais pas dire que c'est du bon sens, mais dès qu'on a eu un peu de responsabilité, ou dès qu'on a été un peu confronté à l'exercice du pouvoir, il suffit d'aller dans un conseil municipal et de regarder comment ça se passe, hein, comment les factions politiques s'affrontent et tout ça, pour comprendre, ou même au sein d'une grande entreprise, hein, pour comprendre comment ça marche. Dès qu'on a des responsabilités dans la vie, donc lui, je ne sais pas, mais il m'a l'air bien jeune, donc je ne sais pas s'il a eu des responsabilités. Moi, j'ai été directeur technique, j'en ai eu, donc je peux vous dire qu'on fait des choix, on est tout le temps confronté à des dilemmes. Et c'est le cas de tout le monde. C'est un piège psychologique. Si tu es concentré sur la victoire contre ton voisin, tu ne regardes pas qui a construit l'arène dans laquelle vous vous battez. Ben si, moi je la regarde l'arène, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas que je suis aussi dans l'arène en train de me battre contre mes voisins. Et ça aussi, c'est la critique que je fais au milieu spirituel, c'est qu'ils veulent éliminer la compétition, les rapports de force. En fait, ils voudraient vivre dans un monde onirique, où il n'y aurait plus de contraintes matérielles, plus de contraintes, plus de la physique, plus de contraintes biologiques et plus de contraintes sociales. Et là, en fait, lui, il ne tient pas un discours spiritualiste, mais en fait, il est imprégné de cette vision spiritualiste. Spiritualiste, hein, c'est qui met le spirituel au-dessus de la matière. Et poussé à l'extrême, ça veut dire que on pourrait vivre dans un monde sans contrainte. Donc voilà. Je suppose que ce genre de discours donne du sens à ce qui se passe, mais en même temps, ça crée pas mal de frustration et de colère. Et donc, en fait, il y a un nouveau groupe qui est en train de se constituer, qui va s'agréger autour de ce genre de discours, et qui va être en concurrence avec les autres. Et on ne sort pas de la compétition des idées et la compétition pour les ressources. Et au final, c'est de ça qu'il parle. Il se positionne en compétition contre les puissants, comme si on pouvait éliminer ça de l'équation et se mettre tous d'accord. Bon, ça a donné quoi? Ça a donné le communisme, ça a été une catastrophe. Ça a donné les goulags, ça a donné les famines, des millions de morts, des dizaines de millions de morts. Donc attention, et j'ai essayé de vous montrer que on peut réfléchir sur ces questions quasiment en revenant juste au bon sens. Je vous ai dit, oui, l'eau est un autre l'eau gratuite, hein. Tu peux récupérer l'eau de pluie, tu peux aller dans la rivière à côté, il n'y a pas de souci, hein. Mais là, tu vas très vite t'apercevoir que, ah merde, elle est peut-être pas potable, donc je fais quoi? Donc je suis allé regarder. C'est quand même quelqu'un qui a, sur TikTok, je sais pas trop ce que ça vaut, hein, mais qui a 219 000 followers, quoi. Et les commentaires que j'ai vus, alors là, c'est pas sa chaîne, c'est quelqu'un qui a repris sa vidéo. Apparemment, c'est un peu commun sur TikTok. Mais bon, bref, les commentaires, c'est plutôt « Ah oui, c'est vrai, ils vont dans son sens. » Et là, c'est tellement vrai. Malheureusement, on ne peut que subir, etc., etc. Bah non, en fait, je dis pas qu'il faut se réjouir de tout ça. Je dis pas qu'on ne peut rien changer. Mais par contre, je dis que ce genre de discours est trompeur. C'est plus complexe. Voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous intéresse, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Donc, moi, je suis un ancien directeur technique. Je travaille dans le web et je suis féru de spiritualité. Donc, je vous partage un peu mes réflexions sur tous ces sujets. Mon objectif étant de réconcilier science et spiritualité, comme je viens de le faire là,
en appliquant ça à la société et à la santé.